bonjour aux nouvelles et aux nouveaux participants. Sur ce nouveau sujet, toujours sur la parité, les nouvelles organisations du travail. Alors, on les a vues arriver, bien entendu, suite à la grande période du Covid. On a vu apparaître quelque chose qui était une vraie solution, qui a sauvé l'économie, qui a sauvé les entreprises, et qui était une solution contextuelle, le télétravail. Ce fameux télétravail, ces visioconférences magnifiques, les Zoom, WhatsApp et autres. En fait, on se pose tout simplement la question de savoir si, bien entendu, on sait que depuis la fin du Covid, le Covid s'est arrêté, enfin, on l'espère, mais le télétravail, lui, continue. Et apparemment, il est devenu aujourd'hui une caution, une référence, un point d'ancrage très fort pour le monde du travail. Aujourd'hui, on le sait, à part le RTT, le télétravail est devenu une prérogative essentielle, primordiale, vitale pour les sociétés si elles veulent attirer les talents. Alors bon, on peut se dire positif, négatif, on en parlera, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si ces nouvelles organisations sont vertueuses en ce qui concerne la parité. Parce qu'on entend beaucoup de gens s'exprimer, on entend tout, parfois n'importe quoi, et on espère aujourd'hui, avec nos invités, que nous allons enfin avoir une opinion qui va nous éclairer sur ce point de vue. Alors, je vais vous faire un petit tour de table, ça me fait toujours rire, parce qu'il n'y a ni table ronde, ni... Voilà, on est en ligne, mais ce n'est pas grave. Nous accueillons Marie-Béatrice Vernière de la Banque Populaire. On applaudit un petit peu. Voilà. Pour la deuxième invitée, ce sera plus spontané. Nous accueillons Rebecca Fischer-Bensoussan de YOLO. YOLO, You Only Live Once. Vous verrez tout à l'heure ce qu'elle fait. Laetitia Amoros, DRH de DBO. Madame Véronique Groner, sous-directrice RH, ministère de l'Économie et des Finances. Vous nous accueillez. Merci de votre accueil. Et enfin, Dr Vanina Micheli-Rechtman, psychiatre, qui viendra, je l'annonce dès maintenant, à la fin de tous ces débats, nous dire finalement quel est l'impact réel, psychologique, psychiatrique parfois, de ces nouvelles organisations du travail. Merci d'être là. Alors nous allons commencer par Marie-Béatrice Vernière, de la Banque Populaire. Quand on s'est parlé un petit peu de ce plateau d'aujourd'hui, on a essayé de... C'est tellement vaste, à un moment il va falloir aller droit au but. Et alors, moi ce que j'aime bien justement dans ces nouvelles organisations, c'est que c'est de l'innovation, c'est de la technologie. Plein de gens disent que c'est formidable pour les entreprises, formidable pour les individus. Mais de l'individu au collectif, est-ce qu'il n'y a pas un gap finalement énorme? Et finalement, est-ce que ces nouvelles organisations, on va appeler ça le télétravail au sens large du terme, est-ce qu'on peut préserver l'intelligence collective finalement avec ce genre de méthode? C'est effectivement aujourd'hui un des cœurs du défi face auquel on est. Le télétravail s'est énormément installé suite au Covid. C'est quelque chose sur lequel toutes les organisations se sont adaptées, enfin en tout cas une grande partie des organisations s'est adaptée dans cette dimension-là. Et à un moment, il a fallu faire le retour au travail. Et ce retour au travail était nécessaire parce qu'effectivement, on a tous un sentiment quand on est en télétravail, avec Teams ou autre visio, on enchaîne les réunions à une vitesse effrénée. On gagne même le temps de déplacement entre deux salles de réunion. C'est pour vous dire à quel point on gagne en productivité. Mais est-ce qu'on retrouve là-dessus l'intelligence collective, la qualité d'écoute que l'on peut avoir? Ce sont des véritables interrogations que l'on veut poser. Et du coup, c'est ce qui amène à se dire qu'il y a sans doute un juste curseur à trouver entre le tout télétravail et entre le collectif qui a besoin d'exister et de partager un certain nombre de choses. Et c'est ça aujourd'hui un des gros enjeux justement des nouvelles organisations du travail. Merci. Alors, en tant qu'entrepreneur, je peux aussi vous poser une question, puisque dans toutes les entreprises que j'ai créées, alors elles étaient toutes en, ce qu'on dit, présentiel. On a même inventé un mot, c'est extraordinaire, présentiel. Mais pour moi, une entreprise, c'est la rencontre entre les gens. Donc, c'est cette intelligence collective. C'est cet échange aussi, parfois, des échanges non verbaux. C'est de l'émotion. Justement, comment réussir à faire société, faire entreprise, mais ça marche aussi pour la société dans laquelle nous vivons, à travers les écrans. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne?
Et est-ce que justement on arrive à préserver cette émotion qui crée parfois des entreprises, des marques et qui crée la relation? Toujours cette fameuse question d'équilibre que l'on va retrouver. Parce que quand on va souhaiter mettre en place le télétravail, au début, on met des choses qui sont très, très normées. Donc, c'est 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, il faut que les équipes se retrouvent. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est donner envie aux collaborateurs de revenir. Je vous parlais du retour. Quelle est l'expérience collaborateur que l'on va proposer au sein de l'entreprise, qu'il va faire, et ça c'est surtout vrai pour la partie Île-de-France, qui va faire que cet énorme inconvénient qui est le déplacement en Île-de-France pour rejoindre son travail, voilà. Quelle expérience je vais avoir qui va faire que finalement, je vais connaître quelque chose qui va être plus signifiant que le gain de temps que j'ai l'impression de faire en n'ayant pas à courir après mon RER et à me coller dans les stations de métro, ce que tout le monde, bien entendu, aime faire. Donc, quelle expérience on va proposer? Et c'est là qu'effectivement, la clé, c'est l'émotion. Voilà. Et ça veut dire que quand on repense les organisations de travail par rapport à ça, ça veut dire aussi repenser sans doute les lieux de travail. Et on a beaucoup repensé les lieux de travail en allant en se disant super, c'est le flex, on va réduire les espaces, ça va être génial. Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait plus d'espace pour avoir différents temps et différents accueils et différents moments de rencontre? Et bien, sans doute qu'il faut beaucoup plus de cafétérias, je le dis là tout de suite, beaucoup plus de cafétérias, beaucoup plus d'échanges informels pour pouvoir redonner envie aux collaborateurs de venir et développer à nouveau cette intelligence collective. Merci beaucoup. On demande à Laetitia Amoros, donc vous êtes chez BDO, pardon, j'allais dire BBDO, c'est une agence de com, comme quoi chasser le publicitaire et vivre en galop. Que fait BDO exactement? C'est un cabinet de conseil et d'audit. Très bien. Et donc, est-ce que vous avez pu constater que l'apparition du télétravail, par exemple, pouvait aider certaines femmes à concilier leur vie pro et leur vie perso? Ben oui, évidemment, on le constate, c'est un dispositif qui, même s'il peut paraître un peu ambivalent, il a aussi un vrai apport, je dirais, positif, justement, sur la conciliation vie pro, vie perso. Un exemple très personnel, le mien, voilà, j'habite en région parisienne, comme beaucoup, j'ai 2 heures de temps de trajet par jour, et ben c'est vrai que depuis le dispositif du télétravail, je peux passer plus de temps pour pouvoir aller récupérer mes enfants à l'école, ce que je n'avais absolument pas le temps de faire avant, de pouvoir avoir des aménagements d'horaires un petit peu différents. On démarre un petit peu plus tôt, on finit un petit peu plus tard. On peut s'adapter par rapport aussi à notre vie personnelle. Et c'est vrai que ce dispositif-là permet véritablement cet équilibre. En tout cas, c'est un dispositif très attractif pour ça et permet vraiment cette conciliation. Et pour vous, est-ce que c'est un sentiment qui augmente avec le temps? Est-ce que ça se généralise? Est-ce que c'est devenu même ce que j'ose appeler un acquis social? Alors, oui, c'est devenu un acquis social, c'est-à-dire que je pense que, on se le dit souvent, il y a eu un avant et un après Covid, c'est-à-dire qu'objectivement, revenir sur des dispositifs de télétravail, ce serait très compliqué en société. Maintenant, et vous le soulignez tout à l'heure en préambule, c'est vrai que même, et on le voit, je pense qu'au quotidien, s'il y a des recruteurs dans la salle, maintenant c'est limite devenu parmi les critères et dans les demandes, mais vous avez combien de jours de télétravail? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie nouveauté pour nous, donc on s'adapte. On sait que c'est véritablement un enjeu majeur et que, comme vous l'évoquiez, cette conciliation vie pro, vie perso, ça fait partie des indicateurs un peu maîtres qui vont faire aussi qu'aujourd'hui, on va aller chercher telle ou telle structure et c'est devenu un enjeu de recrutement, entre autres choses, et de fidélisation aussi de nos collaborateurs. Merci beaucoup. Je vais poser maintenant une question à Rebecca Fischer-Bensoussan, qui a créé YOLO. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord ce que ça veut dire? Je l'ai un peu écorché tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous faites exactement chez YOLO? Oui, bien sûr. Donc YOLO, c'est You Only Live Once. C'est une start-up qui accompagne les entreprises, notamment sur l'accélération de la parité, en donnant accès à leurs salariés à des assistantes personnelles dédiées, pour justement pouvoir décharger et déléguer une partie de toutes nos to-do list, ce qu'on connaît toutes et toutes si bien, et qui fait cette charge mentale qui aujourd'hui est un vrai frein à la carrière des femmes et qui, pour ce que beaucoup de nos bénéficiaires nous disent, est aggravé par le télétravail. Et vous avez eu l'idée de créer cette boîte quand exactement? Je crois qu'il y a une histoire intéressante. C'est évidemment un pain qui a été personnel. Moi, j'ai été en comité de direction pendant 3 ans. J'ai été recrutée enceinte, j'ai 3 enfants pas très grands. Et à un moment donné, quand le Covid et le télétravail se sont installés de façon pérenne, et où donc j'avais 60 personnes dans mes équipes, j'avais 3 enfants petits, j'étais aussi maîtresse d'école comme beaucoup d'entre nous pendant un temps, j'ai cherché en fait de l'aide pour déléguer des sujets personnels et familiaux, et cette aide-là, je ne l'ai pas trouvée.
Et puis en discutant avec beaucoup de femmes qui avaient envie d'avoir une carrière réussie et une vie professionnelle, une vie personnelle épanouie, je me suis rendu compte que derrière ce sujet de la dite charge mentale, il y avait non seulement une grande souffrance, mais aussi c'était un vrai frein en fait, au fait d'oser le poste d'après. Et c'est vraiment ça la jeunesse de YOLO. Oui, you only live once, tout le monde parle anglais. On n'a qu'une vie, ne vit donc qu'une fois. recentrons-nous sur ce qui est important pour nous. Ouais, donc ça veut dire prenons les bonnes décisions aussi au bon moment. Mais est-ce que pour vous, le télétravail, in fine, est un outil pour baisser la charge mentale, justement, dont les femmes revendiquent l'existence, se plaignent, etc. Moi, je pense que le télétravail est une bonne chose s'il est équilibré, comme tout. C'est-à-dire que le télétravail est une vraie, comme le disait Laetitia, solution pour pouvoir travailler avec des horaires peut-être un peu décalés, pour passer du temps de meilleure qualité avec ses enfants, etc. En revanche, à partir du moment où, au lieu d'aller à la cafétéria, on vide sa machine à laver, là, je pense qu'on perd beaucoup du sens du télétravail. Et aujourd'hui, donc nous, on accompagne des entreprises qui nous confient des pools de salariés, hommes et femmes, pour être accompagnés dans leur quotidien, et on accompagne tous les salariés pour lesquels la surcharge du quotidien est un frein à la carrière. Et en fait, dans les personnes qu'on accompagne, beaucoup nous disent qu'en fait, leur situation, leur équilibre de vie pro-perso, c'est justement aggravé avec le télétravail, parce qu'en fait, il n'y a absolument plus de frontières, que les femmes étaient déjà sursollicitées avec des coupures qui étaient déjà existantes du temps du bureau, mais maintenant qu'elles travaillent de chez elles, en plus souvent dans des espaces qui ne sont pas faits pour, en fait, elles sont encore plus dérangées, elles sont encore plus dans la contorsion, et en fait, ça altère vraiment leur santé mentale. Et il y a aujourd'hui une stat de l'APEC qui dit que 82% des femmes managers trouvent que cette très difficile conciliation vie pro-perso affecte leur santé mentale. Et donc aujourd'hui, on doit absolument lier le sujet du télétravail avec le sujet de la santé mentale. C'est en effet une question très intéressante. C'est pour ça que j'aimerais la poser aussi à Véronique Grener, pour savoir en fait comment ça se passe dans la fonction publique. Est-ce qu'il y a, parce que là on a parlé plutôt du secteur privé, est-ce que ça évolue différemment ou plus vite dans le secteur public ? Bon, la fonction publique n'a pas été épargnée par le Covid. On a tous partagé ce virus et donc le télétravail est arrivé telle une révolution dans nos organisations qui sont désormais hybrides, très clairement. Le télétravail, c'est vraiment devenu une aspiration qui concerne autant les femmes que les hommes. Ça, c'est en tout cas un point sur lequel on peut s'accorder. Et quand on regarde les statistiques de télétravailleurs féminins, masculins, alors il y a certains secteurs qui se prêtent peu au télétravail parce qu'il faut être présent, logisticien, donc bon, ce sont des métiers plus masculins où l'on trouve moins de télétravailleurs, mais là où les missions se prêtent au télétravail, on constate une forme d'égalité de traitement. Par contre, cette égalité de traitement, et je crois que donc, dans ce qu'on a pu relever dans les entreprises, on le retrouve également dans tous les foyers en réalité. L'INSEE, pendant le Covid, a réalisé une étude sur justement le partage, alors non pas du travail en télétravail, mais le partage des tâches ménagères entre les femmes et les hommes. Et force est de constater, comme on dit, que les choses ont peu changé en réalité. Et donc, là où une femme qui décide de continuer à faire carrière, qui a une ambition dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, doit toujours faire des arbitrages, en tout cas est invitée à faire des arbitrages entre vie professionnelle et vie privée. Et le risque, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que le télétravail peut être un piège pour les femmes. Le risque, c'est que cet arbitrage, elles soient amenées à le faire, alors non pas au quotidien, mais de manière constante. Le petit, la petite qui vient dans les jambes pendant qu'on est en conférence. On l'a vu pendant le Covid, ça a été partagé. Mais est-ce que c'est plutôt papa ou plutôt maman qui, dans ces cas-là, va s'occuper du gamin, de la gamine ? L'INSEE dit que c'est plutôt maman. Donc la charge mentale qu'on évoquait, je pense que ça concerne des salariés d'entreprises privées ou des agents publics, elle est la même, elle est identique. Donc je parlerai de pièges ou de risques qu'il faut réussir à maîtriser. Merci de la transition, puisqu'on parle de charge mentale, donc on va s'adresser à une thérapeute. Vous êtes, Vanina Micheli-Reichmann, vous êtes psychanalyste et psychiatre.
docteur en philosophie, présidente d'Espace Analytique. Donc vous connaissez, je pense, parfaitement, bien entendu, ce sujet. Est-ce que vous avez vu, vous, ces 3 dernières années, puisque vraiment ça a émergé pendant le Covid et juste après, une explosion de problématiques psychiatriques, psychologiques, que vous ne connaissiez pas avant et qui ont été créées par justement ces nouveaux outils, cette nouvelle organisation du travail? Oui, c'est une question très, très importante parce qu'effectivement, en tant que psychiatre, il y a eu, pendant la crise Covid, enfin, je pense que tout le monde le sait, une augmentation importante des troubles psychiques, essentiellement des dépressions, et puis une augmentation des addictions, qui est un peu ma spécialité, moi, donc j'ai été un peu au cœur de tout ça. Donc, augmentation des addictions, augmentation des troubles des conduites alimentaires. Et on a été un peu saisi par cette augmentation qui, au fond, était liée à plusieurs facteurs. D'abord, la peur du Covid, l'angoisse, et puis aussi cette nouvelle organisation avec cet enfermement et le fait qu'il n'y ait plus ce que les anglo-saxons appellent le small talk, c'est-à-dire la conversation un peu ordinaire, le fait d'échanger sur la pluie et le beau temps avec son voisin, sa voisine. Donc, au niveau des liens sociaux, on a constaté vraiment une détérioration et ça produit donc beaucoup d'angoisse, voire des troubles psychiques. Quant au télétravail, moi je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'au fond, on va dire le télétravail un petit peu, c'est bien pour l'écologie aussi, c'est-à-dire ça évite quand même les déplacements. Je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui viennent d'intervenir, c'est-à-dire qu'au fond, il semble quand même qu'en France, nous ne sommes pas encore dans l'égalité ou l'équité, pour reprendre votre mot, homme-femme. Du coup, la charge mentale des enfants du quotidien est plus importante pour les femmes que pour les hommes, enfin en France en tout cas. Il y a une étude récente sociologique qui est intéressante parce qu'elle compare la France et la Suède, et comme quoi on peut s'améliorer, puisque en Suède, il y a quand même la constatation que quand un homme est en télétravail à la maison, par exemple, et que sa femme est à l'extérieur, elle, lui, prend en charge de manière beaucoup plus forte les choses à la fois à la maison, enfin son travail bien sûr, mais aussi les choses à la maison, le quotidien et les enfants. Donc c'est possible d'obtenir quelque chose de plus équitable, on va dire. Mais est-ce qu'entre hommes et femmes, on est tous égaux devant on va dire, le côté dramatique que peut provoquer justement ces nouvelles organisations? Est-ce que c'est avec plutôt les hommes, plutôt les femmes, ou les deux, de façon paritaire? C'est ça qui m'intéresse de savoir. Oui, c'est une question difficile, ça, parce que, en fait, on constate tous, toutes, que en France, les femmes sont quand même plus dévolues à l'organisation du quotidien, à la charge mentale des enfants. En même temps, ça change beaucoup avec les nouvelles générations. Il faut quand même voir le fait que il y a quand même une amélioration de ces choses-là. Mais il me semble quand même que le télétravail, un peu, ça apporte un bien-être, puisque le bien-être, c'est quand même l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Merci beaucoup. On va revenir à Laetitia. Est-ce que vous pensez justement dans ce un peu, de cette régulation, dans cet équilibre, qu'on peut rééquilibrer un petit peu, voire un jour imaginer, attention, je vais dire quelque chose d'horrible, la disparition du télétravail? Vous allez le voir là quand même. Oui, je sais. Je suis pas prête. Pardon. Non, enfin, c'est difficile d'imaginer la disparition du télétravail au sens propre. On se l'est dit tout à l'heure, c'est un vrai phénomène sociétal. Même si ce dispositif, parce qu'on l'a soulevé, je parlais de positif ambivalent, parce qu'il apporte du bon, mais on a mis en avant l'augmentation des RPS. Voilà, c'est vrai que ça a eu aussi plein d'impacts négatifs, on l'a tous vu, en tout cas, RH que je suis, je pense que la partie Covid a mis vraiment en exergue aussi que le télétravail, on ne le vit pas de la même manière si on habite peut-être dans une grande maison avec un jardin et qu'on a plein de pièces pour pouvoir travailler, qu'un petit appartement à Paris de 15 mètres carrés et qui est partagé avec le conjoint ou les enfants. Clairement, on ne le vit pas du tout de la même manière et l'équilibre, pour le coup, n'est pas le même. Moi, j'y crois à ce dispositif. Donc, parler de disparition totale, j'ai du mal à envisager ça. Maintenant, il y a un truc dont je suis aussi convaincue, c'est que, à la différence du Covid, qui était du télétravail, ce que je vais qualifier de forcé, je trouve qu'il est indispensable d'avoir un télétravail choisi. C'est-à-dire que le télétravail, il ne convient pas à tous, il ne convient pas à tous les métiers.
Et là-dessus, voilà, pour moi, ce serait, en tout cas d'un point de vue social et sociétal, voilà, ce serait une erreur de stopper ce dispositif-là, mais on ne peut l'imposer à tous. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionnerait pas. Merci. Marie-Béatrice, pareil, dans le monde bancaire, on voit de plus en plus de banquiers qui sont en télétravail, notamment des chargés de compte, etc. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, si demain, une banque, la vôtre ou une autre, décidait de revenir finalement en présentiel, est-ce que ce serait vraiment une catastrophe en termes de recrutement? C'est déjà que les entreprises ont tellement de mal recruter. Si on supprime cet argument, est-ce que vous pensez que ce sera dramatique ou au contraire un aménagement du télétravail? Comment est-ce que vous imaginez la suite? Je pense effectivement qu'on est dans cette logique d'aménagement. Pourquoi ? Le point qui vient d'être soulevé, qui est d'avoir les bonnes conditions pour télétravailler, est un point qui est assez essentiel. Nous, si on regarde les statistiques que l'on a au niveau de notre établissement, contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas les plus jeunes qui demandent le plus à télétravailler. Et on s'est interrogé sur ce phénomène-là. On a à peu près, on va dire, sur les moins de 35 ans, on a 40% de télétravailleurs, et ça augmente tous les 10 ans, on gagne 10% dans les demandes. Et ça, c'est quelque chose avec seulement 40%, c'est-à-dire une minorité dans les moins de 35 ans. Les conditions du coup du télétravail sont un point important. Et autre chose, on parlait tout à l'heure de l'esprit d'équipe et du collectif, c'est aussi quelque chose sur lequel des collaborateurs qui arrivent sur un métier sont très en demande. Je rebondis sur cette notion de choisi. Quand on rencontre des jeunes collaborateurs qui veulent nous rejoindre, ils nous demandent s'il y a du télétravail. Le télétravail doit être une possibilité, et c'est là-dessus qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit quelque chose de subi. Le fait qu'on dise oui, c'est possible dans les banques est quelque chose de très important. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit vigilant à une tendance qu'on a pu prendre en se disant chouette, super, il y a du télétravail, on va pouvoir réduire les espaces dans les bureaux. D'un seul coup, on va gagner énormément et en se mettant avec des niveaux de flex qui sont là aussi importants et qu'on a associés au télétravail. Et là-dessus, il ne faut pas oublier que de temps en temps, les collaborateurs vont être dans une situation où ils vont vouloir pouvoir revenir quand ils le veulent. Et il ne faut pas qu'on soit dans une logique de coercition par rapport à non, c'est des jours fixes, non, toi, c'est à telle date, ou non, il faut que tu aies réservé ton emplacement un mois à l'avance, ne serait-ce que pour des envies positives, mais je rejoins aussi ce que vous disiez par rapport à aussi des risques qu'il peut y avoir. Quand on parle de femmes et quand on parle de la manière dont certaines femmes vivent chez elles, il y a des moments où venir au travail est le moment où elles respirent. Et ça, c'est très important aussi qu'on ait toujours cet espace au niveau du travail. Et donc, il faut tous qu'on soit vigilants là-dessus, à avoir le maximum de souplesse. C'est, j'irai à fond là-dessus, sur le télétravail. Bah oui, c'est comme on veut et quand on veut. Ça sera une des conditions pour que ce soit une organisation durable dans l'entreprise. Merci beaucoup. Rebecca Fischer-Bensoussan, YOLO, si j'ai bien compris, est une société qui fonctionne justement, alors, par rapport à ma provoque de tout à l'heure, 100% en distanciel. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a ici, voilà, une référence, un exemple qui fonctionne, le 100% distanciel. Donnez-nous un peu les clés de cette réussite. Alors, oui, c'est vrai. On a essayé de régler un problème qui n'est pas uniquement lié au télétravail, mais qui est aggravé par le télétravail. Et la façon dont on l'a construit est 100% en remote. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc nous, on construit une communauté de femmes. Ce n'est pas un raccourci, c'est que je n'ai pas trouvé d'hommes. Donc voilà, ça fait partie des métiers extrêmement féminins qui sont ceux de l'assistanat. Et en fait, les assistantes avec lesquelles on travaille, qu'on appelle des alliés, parce que ce sont de vrais alliés du quotidien, elles sont basées dans toute la France. Et ce sont des femmes qui sont sorties du monde de l'entreprise classique pour se mettre à leur compte et avoir un meilleur équilibre de vie. Donc on est vraiment au cœur du sujet qu'on adresse aujourd'hui. Et donc ces femmes-là sont un peu partout en France et on les match en fait avec des salariés en entreprise et elles travaillent quasi exclusivement en distanciel. Mais nous, ces alliés, en fait, font partie d'un collectif qui est le collectif YOLO et qu'on anime de façon extrêmement importante. Pour le coup, ces femmes sont des solopreneurs, elles sont auto-entrepreneurs, elles travaillent de chez elles. Et effectivement, elles étaient, pour beaucoup d'entre elles, très isolées, avec pas beaucoup de capacité à trouver seules des clients parce que leur métier, c'est pas d'être commercial. Et donc nous, effectivement, on leur apporte des clients, de la récurrence de revenus, mais aussi et surtout, on les intègre dans une communauté qui partage des best practices, qui s'entraident. Et en fait, c'est aussi la façon de répondre à ce besoin de collectif, à ce besoin d'interconnexion.
On fait le café des alliés toutes les semaines. Elles sont vraiment dans un groupe qui ne remplace pas le présentiel. Et d'ailleurs, on aimerait toutes les réunir à la rentrée. Mais on peut effectivement construire une boîte en remote qui fonctionne si on arrive à créer en fait du small talk, de l'intangible, de l'entraide, de la collaboration, au-delà de l'espace distant physiquement en fait. Merci de ce témoignage en live. Véronique Grenier, justement, je rebondis là-dessus, sur cette connexion. Quand on a préparé notre plateau aujourd'hui, vous m'avez sorti une punchline. Moi, j'aime bien les punchlines, je suis désolé. Encore une fois, désolé, je suis publicitaire, je l'avoue. Vous m'avez dit, à force d'être trop connecté, on finit parfois par se retrouver déconnecté. Tout à fait. L'hyperconnexion au télétravail peut induire une déconnexion avec le collectif de travail. On a parlé d'équilibre jusqu'à présent. Je crois que cet aménagement du télétravail impose de se poser la question de l'équilibre entre présentiel, distanciel, télétravail choisi, télétravail organisé, j'irais même encore un peu plus loin, et organisé en fonction des attentes du collectif aussi. Parce que si le télétravail de l'un se traduit par le report de certaines charges sur un autre collègue en présentiel, ça ne va pas nécessairement très bien se passer à l'intérieur de l'équipe. Donc le télétravail, je pense qu'on y est passé très rapidement, c'est une révolution. On n'a pas encore atteint un niveau de maturité permettant de considérer que ça y est. Revenir sur le télétravail, j'y crois pas. Par contre, mieux l'organiser et surtout tenir compte, essayer de faire coexister les télétravailleurs, les non-télétravailleurs, choisis, non choisis, parce que certains ne pourront pas télétravailler. Être au guichet, être douanier, douanière, à devoir exercer des fonctions de contrôle, bon, c'est pas tout à fait télétravaillable. Et il faudra bien que ces collectifs cohabitent de manière sereine ensemble. Donc, l'hyperconnexion peut se traduire par la déconnexion du collectif et pour nous, c'est un vrai sujet de préoccupation en termes de déroulement de carrière, parcours de carrière des femmes. Parce que c'est au café, c'est à la cafette, c'est à la cantine que... Alors, oserais-je dire que les carrières se construisent ? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est là qu'on apprend plein d'informations, qu'on chope plein d'informations sur tel poste vacant, sur telle opportunité qui peut se présenter. Et notre challenge à tous, dans le cadre de ces organisations hybrides, c'est de faire en sorte que les télétravailleuses et les télétravailleurs ne passent pas à côté de ces occasions. Merci beaucoup. Vous vouliez réagir ? J'ai senti le micro qui vibrait. Non, oui, parce qu'en fait, le point qu'on aborde aujourd'hui, tout ce qu'on dit est hyper important. Et comme on est aux assises de la parité, la question, c'est de savoir comment le télétravail peut être paritaire. Parce qu'en fait, le piège de l'organisation dont on parle, c'est si finalement le télétravail est utilisé comme une solution de confort pour faciliter la vie et que du coup, beaucoup de femmes retournent à la maison d'où autant de femmes se sont battues pour sortir pendant autant d'années. Donc, quelque part, elles re-rentrent dans le foyer. Et en fait, l'important, c'est que finalement, il y ait autant d'hommes en télétravail que de femmes pour qu'en fait, ça devienne un vrai acquis social. Et ça va aussi avec cette idée du congé paternité. Le jour où le congé paternité sera aussi obligatoire et autant rémunéré que le congé maternité, cette absence des hommes et des femmes sera équivalente et donc ça ne sera plus un sujet. Pour moi, c'est la même chose en fait. Aujourd'hui, il faut que le télétravail soit autant un sujet de femmes que d'hommes et autant un sujet d'hommes que de femmes, non pas tant pour dégenrer le sujet de la charge des obligations familiales, parce qu'on voit qu'en fait, même quand les hommes télétravaillent, la répartition dans la sphère privée ne se rééquilibre pas. Donc ce n'est pas le lieu de travail qui fait rééquilibrer les choses, c'est vraiment des stéréotypes de genre et des transformations de société qu'il faut mener. En revanche, ce qui est important, c'est que les femmes, parce qu'elles sont rentrées dans les foyers en télétravail, ne se trouvent pas lésées par le fait que du coup, elles ratent tout justement cet aspect réseau que font très très bien les hommes parce qu'ils y accordent beaucoup plus de temps et d'énergie et qui font les carrières. Donc pour moi, ce qui est vraiment important aussi dans ce dont on parle aujourd'hui dans les assises de la parité, c'est de s'assurer que dans les politiques RH, en fait, d'une certaine façon, on incite autant les femmes que les hommes au télétravail pour que ça devienne vraiment normalisé et que, en tout cas, c'est pas là que se défont les carrières. Ça ne règle pas le problème de la sphère privée et du déséquilibre, qui là, pour le coup, est un vrai travail de fond, que le télétravail ne fait finalement que mettre encore plus en lumière. Merci Rebecca. Docteur Michel Hirschman,
d'un point de vue du thérapeute, justement, qu'est-ce que cette hyperconnexion provoque dans une entreprise quand justement on n'est plus connecté à cette entreprise? Est-ce qu'il y a un syndrome d'hyperconnexion et donc de déconnexion? Comment est-ce que ça se ressent Oui, au c'est quotidien? important parce qu'en fait, ce qu'on appelle les addictions aux écrans, ça existe, hein. Du coup, enfin, on pense surtout aux enfants, aux adolescents, mais il y a bien sûr les adultes, hein. Il suffit de regarder nos téléphones portables. Et donc, la question de l'hyperconnexion, cette manière de ne pas prendre aussi de temps pour soi, hein, comment organiser le télétravail et comment organiser cette connexion sur l'écran en permanence, hein, qui crée aussi quelques troubles physiques, hein, le mal de dos, etc. Donc je pense qu'en effet, il faut vraiment réfléchir, enfin, comme on vient de le dire sur ce plateau, à l'organiser, à vérifier comment les gens peuvent travailler. Et effectivement, l'hyperconnexion, ça enferme, hein. Donc chez des personnalités qui sont déjà assez introverties, assez timides, c'est vrai que ça accentue en fait leurs troubles. Et sur le point de vue de la parité, est-ce que c'est le faux mot, il y a eu YOLO tout à l'heure, hein, le faux mot, le fear of missing out, la peur de rater finalement quelque chose? Est-ce qu'on est tous égaux là-dessus? Est-ce que hommes et femmes réagissent de la même façon? Est-ce que les femmes, pour le dire clairement, n'ont pas une peur supérieure aux hommes de rater justement quelque chose qui renforce encore plus leurs problèmes? Alors ça c'est vrai que c'est un problème de fond, parce que moi, en tant que psychiatre, je reçois pas mal de femmes dirigeantes, hein, que ce soit dans le milieu professionnel, privé ou public, qui ont des surmenages. Et ce que je constate, c'est que souvent, les femmes à haute responsabilité ont le sentiment qu'elles ne sont pas tout à fait légitimes, et du coup, elles en font toujours plus, hein, voire même, elles peuvent se mettre en danger physiquement, hein, notamment pendant une grossesse ou des choses comme ça. Donc là aussi, il y a un problème de société sur lequel il faut réfléchir, c'est-à-dire pourquoi les femmes se sentiraient moins légitimes, hein, pourquoi elles ont l'impression que voilà, il faut toujours, faut toujours en faire vraiment plus. Donc ça rejoint ce que vous dites. Là aussi, hein, les femmes ont sûrement plus le sentiment de rater quelque chose, hein, que les hommes. Alors justement, je reviens là-dessus parce que c'est un point qui a été répété même dans la table ronde précédente, hein, et qui m'observe depuis des années. C'est ce très français d'ailleurs, hein, ce syndrome d'illégitimité. D'ailleurs, il n'y a pas que les femmes qui souffrent de ça. C'est ce qui occupe, je pense, culturellement la société française depuis des années. Comment justement une thérapeute comme vous intervenez là-dedans? Quelles sont les façons d'en sortir? Parce que apparemment, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien du tout. Est-ce qu'il y a une thérapie spéciale, docteur? Est-ce que je dois m'allonger? Oui, enfin, ça fait du bien d'aller voir des psychiatres dans ces cas-là, mais je crois qu'il y a un problème de prendre rendez-vous. Il y a un problème de fond peut-être en France sur l'éducation, hein, c'est-à-dire le culte de l'excellence, le fait de dire que c'est jamais assez bien, peut mieux faire. On a tous une ça sur nos bulletins à un moment donné, peut mieux faire. Je me suis toujours dit, mais PMF, parfois. oui, enfin, c'est vrai que bon, moi j'enseigne de temps en temps aux États-Unis, et puis on en parlait avant l'émission. Je suis assez frappée de la différence, hein, c'est-à-dire du fait que quand même les étudiants américains n'ont pas vraiment de problème d'illégitimité. Ils se sentent assez. Alors, je ne dis pas que c'est le modèle idéal, hein, du tout, hein, mais c'est frappant de voir la différence, et je pense que quand même, c'est une question d'éducation scolaire, hein. Ça demande beaucoup de courage pour les jeunes entrepreneurs français qui vivent avec ça. On leur dit, vas-y, fonce, prends tous les risques. Donc, en plus, ils cumulent d'autres problématiques, comme ce que vivent les femmes aujourd'hui. C'est vrai que ça se renforce. Rebecca. Oui, je voudrais juste ajouter une petite chose à ce que tu viens de dire, Vanina. Il y a une étude qui m'a beaucoup frappée et qui dit qu'en fait, même dans des foyers hétérosexuels où une femme gagne beaucoup mieux sa vie que son conjoint, elle continue d'être beaucoup plus la caregiver, donc la personne qui est en charge dans son foyer de l'éducation de ses enfants ou d'aider ses parents, et ce même quand elle gagne mieux sa vie que son conjoint, pour en fait compenser le fait qu'elle gagne mieux sa vie que son conjoint, donc il faut qu'elle en fasse toujours plus. Et cette étude, elle a été très frappante parce qu'en fait, justement, c'est ce syndrome du Wonder Parent, de la Wonder Woman, qui finalement pense, et ça va vraiment avec ce sujet de légitimité ou d'illégitimité, qui est de considérer qu'en fait, effectivement, on doit être à la hauteur sur tous les fronts.
Et donc justement, ce qu'on essaye aussi de faire avec YOLO, c'est de faire comprendre que finalement, déléguer et s'appuyer sur quelqu'un, c'est aussi une vraie façon de se de recentrer, de retrouver du temps, et du coup de décider où on met son énergie pour aller vers le projet d'après, vers le poste d'après. Mais c'est vraiment très féminin en fait comme syndrome, celui de penser que c'est à nous de tout faire toute seule sans demander d'aide à personne, et ce, même, enfin, quels que soient finalement les niveaux sociaux et quels que soient les niveaux de revenus. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes. En fait, il y a eu tellement de choses intéressantes. J'aimerais qu'on échange avec la salle. Il y a sûrement, comme tout à l'heure, il y a eu des mains qui se sont levées toutes les 2 secondes. Donc, j'attends vraiment des questions pour nos invités qui sont là. On a 10 minutes. Voilà. Merci. Bonjour. Alors moi, je travaille dans le jeu vidéo, un milieu qui a été un peu décrié ce matin. Et j'en profite pour dire qu'on essaye de faire changer les choses, en tout cas moi. Sur le télétravail, je vais parler de mon exemple. Il y a une facette que je trouve intéressante aussi, c'est la possibilité de pouvoir déménager dans une autre région. Et donc, voilà, pour certains, la qualité de vie. Par rapport à leur niveau de revenu ou se rapprocher de leur famille. Donc ça, je trouve, c'est une possibilité, enfin, quelque chose de positif. A contrario, le télétravail, ça a aussi déclenché la réorganisation des équipes au niveau global et donc des équipes internationales. Et là, ça engendre non seulement du tout digital, mais aussi des nouveaux challenges qui sont, voilà, moi, mon boss est américain, hein, j'ai 50% de mon équipe qui est américaine, les décalages horaires, les différences culturelles. Donc voilà, j'ai pas forcément de questions, mais c'était pour donner des exemples de le télétravail poussé à l'extrême. Ça peut poser aussi des questions de localisation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires Madame, vous êtes toutes et tous d'accord sur ce constat quand même. J'espère que ça va vous... Bonjour, donc moi j'ai une petite réflexion, si je peux me permettre, Rebecca. Donc moi je suis agricultrice et donc je me retrouve dans vos propos quand vous dites qu'il faut marier, vous, le télétravail avec les enfants, mais dans le monde agricole c'est pareil, il faut qu'on marie. Bon, on a quand même des garderies, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on est quand même sujet à compenser, à faire que tout le monde s'y retrouve pour que les enfants et le mari soient dans la bonne humeur, on va dire. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que nous, le télétravail, ça n'existe pas dans notre profession, mais on a d'autres problématiques dans la place de la femme dans ces milieux-là. Merci de votre interprétation. Je peux répondre. En fait, le sujet qu'on adresse là, c'est pas tant le sujet du travail que le sujet de la répartition genrée des rôles dans un couple et dans un foyer. Et c'est un sujet qui est encore plus prégnant quand on parle effectivement des métiers qui ne peuvent pas télétravailler, où là se pose avant tout évidemment le problème de la garde d'enfants, qui est aujourd'hui la première cause de non-travail des femmes. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a même pas 51% des enfants qui sont gardés, et donc il y a 49% des enfants qui sont chez les parents et donc chez la maman, puisqu'il n'y a même pas 6% des papas qui sont au foyer. Donc clairement, on sait que c'est un sujet extrêmement genré et qui là est un sujet de politique, de pouvoir public. Après, ce sujet est un sujet extrêmement large sur lequel nous, en tout cas chez YOLO, on travaille parce qu'en fait, on essaye d'accompagner finalement en entreprise tout du moins, tous les collaborateurs pour lesquels la surcharge du quotidien est un frein à la carrière. Et notamment, on accompagne par exemple pour L'Oréal des femmes qui travaillent en usine. Et en fait, l'idée effectivement de cet accompagnement-là, c'est de leur permettre d'être beaucoup plus sereines dans leur vie professionnelle parce qu'elles savent qu'elles sont épaulées dans leur quotidien et justement de contribuer aussi à rééquilibrer la charge dans la sphère privée en accompagnant le couple parental. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on fera bouger des lignes et qu'on accompagnera ce rééquilibrage. Mais donc en fait, on est sur un sujet qui effectivement va bien au-delà du télétravail. Merci beaucoup. Une dernière question, un commentaire? Écoutez, alors, d'abord, je voulais vous remercier de votre présence, de votre participation. Je voudrais remercier évidemment mes 5 invités qui ont été vraiment extraordinaires. Il me manquait du temps pour vous poser encore des dizaines de questions.
On avait dit, hein, un bon débat, normalement, on doit sortir frustré. Je le suis, j'espère que vous l'êtes aussi. Donc, je vous demande de les applaudir. Merci et bravo. Et pour finir ce débat, en fait, on va vous diffuser une vidéo. Une artiste qui s'appelle Lucie Carbone et qui a un message à nous faire passer. Christine, coucou. C'est Christine. Bijoux de coude. 10 jours que je suis en télétravail. 10 jours, je pète temps plein. Tu te souviens, Christine, de ces beaux cafés? Ben oui, tu prenais chaque fois ton thé citron. Moi, je prenais mon expresso sans sucre pour éviter le diabète. Ah, c'était beau. Et chaque fois dans le café, ils mettent la touillette, même s'il n'y a pas de sucre. La cantine, Christine. Chaque fois, à 11h55, on s'écrivait sur Skype. Go. On se rejoint devant les ascenseurs. Et du coup, à midi, on était devant les ascenseurs pour aller à la cantine. C'était la queue du déj. On se retrouvait dans les ascenseurs, on savait pas quoi se dire. Oh, bonjour, ça va, oui, ça va. Oui. Oh, le saucisse purée de la cantine, je te jure. C'était la vie. Dans une assiette. Tu te souviens, quand toi t'étais pressé et quand moi j'étais pressé, on se croisait et on se disait « Désolé, je suis pressé !» Les badges, je ne badge plus, ça me manque le badge. Le badge, ça me manque, Christine, je te jure, quand je me couche le soir, je suis à 2 doigts de badger. Pas forcément pour rentrer, juste pour badger. C'est terrible ce qui se passe, hein. Je vois personne, je vois que des gens qui sont pixelisés, même ma mère, je sais pas, il y a marqué maman parfois sur le téléphone, je ne sais pas qui est cette personne, je pète un plomb. Je suis en manque de KPI, je suis en manque de skate, je suis en manque de baby-foot, j'en peux plus, je vire chez moi, je cherche, tu vois, je me dis clic, je pète un plomb. Je me parle à moi, c'est nul parce qu'il y a personne qui veut m'accompagner sur une pause café. La dernière fois, j'ai proposé à Poupoune, mon chat, j'ai dit Poupoune, est-ce que tu veux faire une pause café avec moi? Miaou. Quelle insolence, je suis Poupoune, enfin, on est là, serrons-nous les pattes, faisons un team building, tu vois, ben oui, faisons des patou, arrête, c'est le bon chat, Christine, c'est voilà, tu as vu ce chat? Ça, c'est la cohabitation de 10 jours de télétravail, je sens que j'ai le chat qui me prend le dessus, quête-le, j'ai le chat qui me prend le dessus, quête, terrible cette cohabitation. 10 jours de télétravail, j'ai pris 10 ans. Si, j'ai pris 10 ans. Regarde-moi cette coupe, Christine. On dirait que je m'habille chez Damar. Je me maquille plus, je me douche plus, je me maquille plus. Je suis qu'un corps, je ne suis devenue qu'un corps. Je suis une masse. Je suis devenue une masse. Voilà, c'est ça. Je suis une masse. Je suis même pas un animal social. Je suis un animal tout court. Christine. Si jamais je reviens pas, je te laisse ma souris laser. Oui, celle qui fait miaou quand tu cliques droit. Je te la laisse. Pour toi. Miaou. Sur le clic gauche, elle fait minou. Miaou, minou. Bisous, Christine. Est-ce que c'est de la vraie vie ou de l'humour? Je ne sais pas parfois. Merci, belle fin de journée, belle fin d'assise pour la parité, à très bientôt. Merci encore à nos invités. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.